Bonjour à tous, bon après-midi. Donc la question est, y a-t-il des bulles dangereuses dans les pays émergents? La réponse est, aujourd'hui non, demain il y a quelques chances. Alors, pour parler de ceci, il me semble qu'il est important de revenir rapidement sur ce qui s'est passé dans les dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de bulles qui se sont formées, comme vous savez, en 2007-2008. Il s'agirait de revenir très rapidement pour les causes, pour savoir si ces causes se reproduisent pour la période et pour les quelques années à venir, dont le sommaire que vous voyez là, avec une conclusion. Enfin, on va essayer de tenter une conclusion sur tout ça. Alors, entre 2003 et 2008, il y a eu de puissants facteurs permissifs de bulles dans les pays développés et dans les pays émergents, dans les deux zones, des facteurs relativement exceptionnels, d'ailleurs, au regard de l'histoire longue. Alors, les deux premiers facteurs ont trait à l'offre de monnaie, à l'offre de crédit et de monnaie, à la surliquidité. Alors, j'en rappelle rapidement les principaux éléments. Certains concernent les pays avancés, on ne dit plus développés, d'autres les pays émergents. Alors, pour les pays avancés, j'insiste sur l'importante création monétaire que nous avons connue un peu partout, un expansionnisme monétaire assez général, qui est hérité du début des années 2000. On avait essayé à ce moment-là de résoudre les problèmes de la crise, avec notamment des taux très bas de la Fed, et l'internationalisation de dollars qui s'est accentuée avec les déficits courants américains. Tout ça, donc, crée une monnaie, une base monétaire très importante et qui croît très rapidement pendant la période. Un autre point qu'on oublie quand même assez généralement, c'est à partir de ça, le pouvoir de création monétaire, enfin le pouvoir de distribution de crédit des banques. On a une sorte de multiplicateur de crédit des banques qui a joué d'une part à partir de la base monétaire que leur octroyaient les différentes banques centrales, et d'autre part à partir de la base en capital qu'elles avaient. À cette époque, pendant toutes ces années, on le sait trop bien maintenant, on a eu beaucoup de titrisation, de développement du hors-bilan, ce qui fait qu'avec un niveau donné de capital, vous pouvez, en tant que banque, octroyer beaucoup plus de crédits que par le passé. Alors on a eu un double jeu extrêmement puissant pendant cette période, à la fois de création monétaire pour des devises fortes, et ensuite de capacité de crédit octroyés par les banques, par un jeu de multiplicateurs extrêmement important. Tout ça a donné de la liquidité et de la surliquidité. Ça, c'est pour les devises fortes. En ce qui concerne les pays émergents, alors ces pays émergents ont été très attractifs compte tenu du différentiel de croissance. Donc nous avons en plus, grâce à leur compétitivité et au prix des matières premières élevées, des excédents de balance courante qui sont élevés, des afflux de capitaux externes, qui accroissent les réserves de change. Ces réserves de change donnent des bases monétaires, de la monnaie et une capacité de crédit par les banques locales. À ça s'ajoute, ce dont je parle actuellement aussi, l'afflux important de capitaux. Donc aussi dans les pays émergents, il y a eu une capacité de prêt extrêmement importante. Donc les deux, à la fois pays développés, enfin pays avancés et pays émergents, ont eu des capacités de prêt extrêmement fortes pendant cette période. Alors du côté de la demande, c'est le troisième point dont je fais référence ici, du côté de la demande, pour les emprunteurs, c'était très bien parce que dans l'ensemble, les taux de crédit étaient très bas, alors les taux sans risque et les spreads extrêmement bas. Donc c'est l'autre facteur qui a joué un rôle favorable sur cette distribution des crédits. Et un élément qu'on oublie parfois, c'est les effets de l'accélération de la mondialisation. Cette mondialisation maintient le prix des biens à des niveaux bas dans un contexte de surliquidité mondiale, et nous avons un effet de ciseau entre un prix des actifs qui monte et un prix des biens qui reste bas. Voilà un peu le contexte permissif de bulles pendant la période 2003-2008. Alors là, juste un graphique qui illustre. Vous voyez par exemple la croissance annuelle de la masse monétaire mondiale, ça vient de Rexecode sur 47 pays. Sur le graphique de gauche, c'est la croissance réelle annuelle, donc déflatée par un indice des prêts à la consommation. Vous voyez une tendance à l'accélération de cette courbe. Sur le graphique de droite, c'est la masse monétaire mondiale M2 ou M3 en comparaison du produit intérieur brut pour les mêmes 47 pays, qui augmente sans cesse de 70% du produit intérieur brut à 90%. On a de la monnaie, on a de la surliquidité et on a de quoi financer de l'investissement, mais aussi des fonds spéculatifs et des bulles. Alors, sur cette période, on a un gonflement des bulles à partir de 2006 dans les pays développés et émergents. J'ai simplement mis quelques caractéristiques. La première, c'est que ces bulles s'étendent à différents marchés, développés, émergents, immobiliers, boursiers, obligataires et matières premières. Il manque le T du E ici. Alors le deuxième point aussi qui est important de signaler, c'est l'accélération brutale. C'est-à-dire qu'on est en 2006, on ne voit pas de bulles.
mais c'est peut-être pareil qu'en 2010 après tout. Et ces bulles apparaissent en 2007 et 2008 avec une montée très brutale du prix, enfin à la fois des cours sur les bourses, mais aussi en 2008 sur du prix des matières premières hors énergie. Enfin, il y a un effet de déplacement d'ailleurs d'investissement à partir de la crise des subprimes qui quitte un certain nombre de bourses pour aller sur les matières premières qu'on voit monter au second semestre 2007 et au début 2008. Alors, on a aussi une hiérarchie dans la dangerosité. Les principales bulles qui ont été dangereuses, qui ont eu des effets d'ampleur, enfin des effets systémiques, c'est des bulles immobilières. Celle-là, alors j'ai listé quelques pays qu'on a vus à BNP Paribas comme étant très importantes parce qu'elles ont eu un effet extrêmement fort sur la croissance. C'est dans les Émirats arabes unis, l'Espagne, États-Unis, Irlande, Islande, Koweït, Niger et Ukraine. D'autres où les effets ont été un peu moins importants, mais la principale typologie des bulles que nous avons, ça concerne les bulles immobilières pendant cette période. Les autres, boursières, obligataires ou de change, sont des bulles plus modérées et qui n'ont pas eu, de notre point de vue, d'effet systémique. Alors, sur ce dernier cycle, en ce qui concerne les bulles aux effets systémiques, un point, je voulais rappeler qu'entre 1999 et 2000, ça a été essentiellement une bulle boursière, la bulle technologique, dont le retournement a eu des effets importants sur la croissance américaine et mondiale. En 2007-2008, la principale bulle qui a des effets systémiques, par le relais du crédit notamment, c'est la bulle immobilière, mais pas tellement les bulles boursières ou les autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer entre 2010 et 2013 ? Alors, j'ai repris le même schéma concernant les risques de liquidité ou de surliquidité. Premier constat, c'est que pendant la crise de 2008-2009, on n'a pas eu de contraction de la liquidité mondiale malgré le désendettement et de la correction des bulles. On est resté, grâce aux politiques monétaires expansives, sur des niveaux de liquidité élevés. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les prochaines années et à partir de 2010 ? Des messages un peu différenciés entre pays développés et pays émergents. Pour les pays développés, probablement un ralentissement de l'offre globale de crédit. Pour les pays émergents, en revanche, une poursuite de l'offre globale de financement, bancaire ou non bancaire. Alors, les pays développés, nous avons une création monétaire, bien sûr, qui est toujours extrêmement importante, par notamment le quantitative easing, enfin toutes les mesures non conventionnelles des différentes banques centrales, ça c'est clair. En revanche, pour les banques, avec le passage de BAL 2 à BAL 3 et les nouvelles contraintes réglementaires concernant à la fois le capital et la liquidité, le multiplicateur de crédit dont je parlais tout à l'heure va être cette fois-ci en réduction. À partir de la même base monétaire ou à partir de la même base de capital, les banques sont en position de créer, d'octroyer moins de crédit qu'avant. Donc un multiplicateur de crédit qui a tendance à se retourner. Au total, on peut pronostiquer une progression plus modérée de la dette bancaire comparée à la période précédente. Pour les pays émergents, ce n'est pas du tout la même histoire. Elle reste très attractive, je vais y revenir. Et on a toujours des excédents de balance courante qui sont importants, d'accélération des flux de capitaux externes dont nous avons abondamment parlé dont ont abondamment parlé les intervenants précédents. Donc tout ça entraîne de nouveau une hausse des réserves de change, des bases monétaires et de la capacité de financement des banques résidentes qui, elles, se trouvent plus solides qu'avant. Yves Slokowski avait insisté tout à l'heure sur ce phénomène. Les banques locales peuvent davantage prêter qu'elles ne le faisaient dans la période précédente. Reprise aussi des achats d'actifs financiers locaux par les non-résidents, ça on vient de le voir. Donc on a de nouveau une croissance du potentiel de financement extrêmement élevée pour les pays émergents, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. L'avancée dans la mondialisation, c'est un peu la même chose. Un contexte de taux sans risque bas, une surliquidité mondiale, mondialisation qui implique que, sauf pour les biens alimentaires, le prix des biens industriels du moins va rester bas, et avec cette surliquidité, le risque dont je parle de hausse de prix d'actifs. Alors, 2010-2013, c'est les facteurs permissifs en termes d'offre de crédit. Le deuxième, alors oui, là j'ai quelques graphiques qui l'illustrent. J'ai repris le même graphique que précédemment, mais avec un focus sur la période 2007-2010. Donc on voit que la masse monétaire mondiale a continué de croître à un rythme assez sensible malgré la récession mondiale en 2008 et qu'on est reparti sur un trend assez important. En pourcentage du PIB mondial, nous avons fait un saut, parce que là c'est un effet de dénominateur, le PIB mondial s'est contracté, la masse monétaire, elle, n'a pas baissé, a même monté un peu, donc ce saut quantitatif qui fait que la masse monétaire mondiale en pourcentage du PIB se stabilise dans la zone des 100%, niveau historiquement élevé, permettant des financements ou des surfinancements. Pays émergents ici, l'on voit les entrées de capitaux très importantes de nouveau
en 2010 et 2011. Ces entrées nettes de capitaux représentent à peu près 7% du produit intérieur brut des pays émergents. Donc c'est une masse relativement considérable. La hausse des réserves de change dont on parlait précédemment et qui se poursuit à un rythme accéléré. Je crois que tout le monde connaît bien ces graphiques. En ce qui concerne le crédit intérieur, je vais juste regarder la courbe en pointillé orange. Nous voyons que de nouveau, les crédits repartent à la hausse dans les pays émergents avec une accélération. Alors avec Chine ou hors Chine, si vous prenez hors Chine, vous voyez qu'il y a eu un petit affaiblissement, mais on repart à la hausse, tandis que la distribution de crédits dans les pays développés, dans l'ensemble, reste autour de zéro. Donc on a bien, à la fois au niveau interne et externe, une reprise de la croissance, d'une part de la liquidité et des crédits dans les pays émergents. Alors, autre message que je souhaiterais faire passer, c'est que dans les années à venir, l'attraction relative des pays émergents va être encore plus forte qu'elle n'a été sur la période 2003-2007. Les points que j'ai repérés ici, d'abord, l'écart de taux de croissance entre pays développés, entre pays avancés et pays émergents. Alors, PIB réel, PIB nominal. PIB réel, on a un écart qui est peut-être un peu moins important sur la période 2010-2013 qu'il ne l'a été. Mais le PIB nominal, donc ce qui fait quand même la réalité de l'entrée de la valeur, compte tenu d'un écart d'inflation un peu plus important, lui, va aller un peu plus vite, cet écart, qu'il n'a été par le passé. Les devises. On a toujours une tendance à l'appréciation des devises émergentes. Les taux d'intérêt directeurs. Alors là, c'est un point important. Les taux d'intérêt directeurs qui poussent un peu au carry trade. Nous avions une convergence et maintenant nous avons une divergence, c'est-à-dire que les taux d'intérêt directeurs ont tendance à être plus élevés dans les pays émergents et en hausse et à rester bas dans les pays développés. Donc cet écart croissant pousse au carry trade. Quant au ratio d'endettement public, bon, alors je vais 2 minutes. Oui. OK. Les ratios d'endettement public, les messages étaient assez favorables pays développés et en développement. Et maintenant, ils sont favorables dans les pays en développement, défavorables dans les pays développés. On a assez parlé. Quant au rating des entreprises et des États, nous voyons ici qu'on a une poursuite de l'amélioration dans les pays émergents, une dégradation dans les pays développés. Donc on a toute une série de facteurs qui rendent les pays émergents encore plus attractifs. Alors comme il ne reste que 2 minutes, je vais essayer. Les taux d'intérêt directeurs, vous voyez là, l'écart qui va s'accroître et qui va accentuer le carry trade probablement. Alors, les bulles dans les pays émergents aujourd'hui, je vais aller vite. Immobilier, plutôt non. Bourse, plutôt non. Obligations, plutôt non. Taux de change, plutôt non. Vous avez quelques éléments pour éventuellement... Les matières premières, bulles en formation, ça c'est clair, notamment en ce qui concerne les matières premières industrielles. Alors, les indices boursiers, on voit que là, bon, les indices ont monté, mais les price-earning ratios sont proches des niveaux de moyenne période. Je vais aussi très vite là pour... pas perdre trop de temps. Alors, en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bulle à l'avenir? Alors, ce qu'on en dit rapidement, c'est que, premier point, c'est qu'on n'a pas eu de contagion vers les pays émergents, qu'actuellement, les actifs émergents servent plutôt d'investissement de substitution à des actifs dans les pays développés, mais qu'à terme, ceci peut devenir dangereux si cet effet de substitution s'inverse. Les afflux de capitaux, on en a largement parlé, donc je vais passer, ils sont essentiellement une partie spéculative. La partie spéculative des entrées de capitaux dans les pays émergents est plus importante qu'elle n'a été sur la période 2003-2007. Donc on a un potentiel de reflux important de capitaux à l'avenir. La Chine, donc j'insiste sur le risque, mais on va y revenir, je crois, dans la discussion de bulles. Alors les banques centrales, simplement un point sur ce sujet. À mon avis, elles ne sont pas capables de modérer significativement les entrées de capitaux spéculatives, mais par contre, elles sont tout à fait capables actuellement, elles ont les moyens financiers pour éviter les surajustements baissiers des taux de change, de sorte que lorsque vous avez des effondrements boursiers qui peuvent se produire par rapport à 97-98, il y a 10 ans, on n'aura pas la surcorrection, le surajustement baissier joué par les taux de change.